Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Comprendre pour agir. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'incroyable effet domino qui pourrait découler d'une véritable loi sur la participation en France. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que je parle de véritable loi? Parce que, me direz-vous, il y a déjà en France des dispositions légales qui permettent, sous certaines conditions, aux salariés en entreprise de bénéficier d'une participation, mais les taux, les quantums, les proportions sont tellement faibles que cela aboutit toujours à des distributions de miettes, entre guillemets, mais en aucun cas cette loi aboutit à un bouleversement de l'ordre social et économique, qui pourtant est voulu par les porteurs de cette idée, de la participation. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous renvoyer à ma vidéo du mois de mars 2025, mois de mars de cette année, vidéo qui s'intitule « La révolution sociale avortée d'avril 69 », dans laquelle j'explique un peu le contexte historique de cette loi sur la participation qui était voulue par le général de Gaulle, qui voulait faire voter le cas échéant après avoir gagné le référendum d'avril 69. Or, comme vous le savez, il a perdu le référendum d'avril 69. Et donc, sous des aspects faussement conservateurs, le général de Gaulle était en réalité un véritable révolutionnaire, puisque cette loi aurait eu pour effet de renverser la table, non seulement en France, mais dans l'ensemble du monde occidental, puisqu'à l'époque, la France était regardée à la loupe, ses moindres soupirs, ses moindres faits et gestes étaient observés par le monde entier, et c'est probablement pour ça qu'il a été empêché de le faire. De quoi s'agit-il? Vous savez que la notion de salariat n'existait pas avant la révolution industrielle. Tous ceux qui participaient à une entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien, recueillaient à due proportion, recueillaient les fruits de leur travail de manière directe. C'est-à-dire chacun était partie prenante. Il n'y avait pas un salarié et un détenteur des capitaux. Ça ne marchait pas comme ça. Mais à partir de la révolution industrielle, il y a eu un bouleversement majeur, puisque pour la première fois dans l'histoire, on a eu besoin de capitaux extrêmement importants pour fabriquer à la découverte de puisque vous savez que la première révolution industrielle, c'était la découverte de la vapeur. Donc, lorsqu'on a découvert la vapeur, on a proposé l'idée du chemin de fer. Les chemins de fer sont en acier, il fallait pour ça fabriquer des rails, fabriquer des wagons, des locomotives. Tout cela est en acier, il fallait fabriquer des aciéries, et les budgets pour cela étaient absolument colossaux. Donc c'est à ce moment-là que les détenteurs de capitaux, les capitalistes, comme on nomme ça, même si ça des relents un peu communistes de dire ça, mais pourtant c'est la réalité des choses, eh bien les détenteurs de capitaux, à ce moment-là, se sont arrogés, pour la première fois de l'histoire, se sont arrogés 100% du pouvoir de décision en entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que les bénéfices ne revenaient qu'à eux, et qu'en contrepartie, ils payaient des salariés, au lance-pierre à l'époque, comme on dit, qu'ils payaient des salariés pour effectuer le travail et fabriquer au quotidien ce qui allait faire le succès de l'entreprise. Donc pour la première fois dans l'histoire, on s'est trouvé dans une situation où les collaborateurs d'une entreprise n'avaient pas voix au chapitre, n'avaient absolument rien à dire. Ils étaient corvéables à merci, on pouvait les prendre, les jeter le lendemain, il n'y avait aucun droit, et ils étaient extrêmement sous-payés à un point tel que cela a généré ce qu'on nommait à l'époque un malaise social. Malaise social, c'est le constat de ce fossé qu'il y avait entre les détenteurs de capitaux qui recueillaient 100% du bénéfice de l'entreprise, et donc le fossé entre eux, d'une part, et d'autre part, les salariés qui, eux, étaient payés de manière totalement indigne, vivaient dans des conditions plus que misérables, et ne recueillaient aucun fruit de l'entreprise dont pourtant, tous les jours, ils fabriquaient le succès. Et cela, ça a déclenché ce qu'on nommait à l'époque un malaise social qui a débouché ce qu'on nommait sur une question sociale. Et la question sociale, ma foi, c'était comment rétablir cet équilibre qui était né de fait au moment de la révolution industrielle. Alors, il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu la proposition socialiste, il y a eu la proposition communiste, et il y a eu la proposition proudhonienne, disons, à la fois de Proudhon et du comte de Chambord. Le comte de Chambord, dans sa lettre aux ouvriers, qui était un des premiers, donc comte de Chambord, qui était le dernier du nom, je crois, à l'époque, qui était un des premiers à proposer ce que De Gaulle a nommé ensuite une collaboration féconde entre les détenteurs de capitaux et ceux qui
pourvoyaient à l'entreprise par leur force de travail, qu'il s'agisse d'un travail intellectuel ou d'un travail manuel. Grand bouleversement donc lié à la révolution industrielle, naissance de plusieurs propositions. Il y a eu la proposition anarchiste, la proposition socialiste, la proposition communiste, et il y a eu la proposition proudhonienne, entre guillemets, de la participation en entreprise. Vous savez que la France était encore très chrétienne à l'époque, très croyante. Le pape était un personnage écouté, et l'encyclique en 1893, je crois, l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII s'est prononcée en faveur de l'idée de la participation. La participation, c'est donc la situation dans laquelle le pouvoir de décision en entreprise n'est plus réservé aux détenteurs de capitaux. À quel titre d'ailleurs détiendraient-ils 100% du pouvoir en entreprise, puisqu'ils ne sont pas les seuls à travailler. D'ailleurs, souvent même, ils ne travaillent pas. Donc, le pouvoir de décision ne serait plus réservé aux détenteurs de capitaux, mais partagé, peut-être à 50-50, entre ceux qui collaborent, qui travaillent tout le jour dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'ingénieur à la femme de ménage, peu importe, eh bien, partagé entre ceux qui collaborent et ceux qui détiennent les capitaux. Et ça, c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution que De Gaulle voulait mettre en place en avril 69. Cette révolution a des impacts multiples et majeurs. Premier effet domino, les collaborateurs ne seront plus des salariés, mais ce seront des associés au même titre que les détenteurs de capitaux. Ça veut dire que, au même titre que les détenteurs de capitaux, eh bien, ils percevront les fruits du succès de l'entreprise. Ils percevront des dividendes au même titre que les détenteurs de capitaux. Et les deux devront s'entendre ensemble, c'est-à-dire les détenteurs de capitaux désigneront, si l'entreprise est grande, est importante en termes de nombre, désigneront des représentants, au même titre que les employés, les collaborateurs, désigneront eux aussi des représentants qui devront ensemble s'entendre pour gouverner l'entreprise selon le vœu commun, et non plus selon le vœu unique des détenteurs de capitaux. Ces orientations se feront à part égale. C'est une véritable révolution. Le deuxième effet domino, c'est la fin du malaise social qui est lui-même lié à la condition du salariat. Puisque les salariés, aujourd'hui, comme vous le savez, n'ont pas voix au chapitre en entreprise. Et De Gaulle parlait même à ce titre-là d'une sorte d'état d'aliénation des salariés vis-à-vis du capital. Il faut se mettre simplement à la place du salarié qui aujourd'hui va travailler en entreprise, parfois avec le moral en berne, parce qu'il sait qu'il touchera son salaire en fin de mois, et que l'entreprise ait du succès ou qu'elle n'ait pas de succès, son salaire sera le même, et que, ma foi, l'impact de son implication ne sera jamais reconnu. Eh bien, on quittera cette situation pour aller dans une situation dans laquelle, eh bien, le salarié sera autrement motivé. Il n'ira plus au travail le moral en berne, il aura une véritable fierté de travail accompli, puisque lorsqu'il y aura succès, eh bien, il saura qu'il a été partie prenante à ce succès et qu'il a été rétribué à part égale avec les détenteurs de capitaux sur ce succès-là. Donc, ça change complètement le niveau d'implication, le niveau d'engagement des salariés dans l'entreprise, sur la qualité, sur le rendement, sur la pertinence des services ou des produits fabriqués. Donc c'est tout un état d'esprit, tout un état d'esprit du salarié actuel qui va disparaître et qui va être remplacé par un niveau d'engagement que l'on ne connaît pas, qu'on ne connaît tout simplement pas. Troisième effet domino, c'est la fin du capitalisme influenceur au niveau politique et idéologique. J'attire juste votre attention là-dessus, réfléchissons 5 minutes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des grandes entreprises dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des assurances, etc., dans le domaine de l'habillement, que des grandes entreprises comme ça, du jour au lendemain, à travers leur publicité, se font tout d'un coup les porteurs ou les promoteurs de l'idéologie dominante. Vous savez, cette fameuse doxa, qui est un package dans lequel il y a le réchauffisme endémique, le wokisme, le LGBTisme, les cheveux bleus, les cheveux roses, etc. Comment se fait-il que du jour au lendemain, des entreprises, de grandes entreprises, à travers leur communication, la publicité, se fassent le vecteur de cette doxa obligatoire aujourd'hui? Ça ne tombe pas comme ça.
C'est simplement parce que à la tête de ces grandes entreprises, il y a des mandataires sociaux auxquels, et dans ces grandes entreprises, il y a des fonds d'investissement qui investissent de manière considérable. Et ces fonds d'investissement ont à leur tête des gens qui leur disent écoutez, messieurs, on vous aime bien, mais si vous voulez conserver nos capitaux dans votre entreprise, il va falloir que vous soyez porteur des idéologies qu'on va vous indiquer. Il va falloir que vous fassiez la promotion des cheveux bleus, des cheveux roses, du réchauffissement endémique, que vous vous sentiez concerné par la mixité sociale, etc., etc. Donc, tout ce pouvoir d'influence au niveau politique, idéologique, social et sociétal des détenteurs de capitaux sera de fait tué dans l'œuf. Parce qu'il y aura en face d'eux les collaborateurs de l'entreprise qui, ma foi, ne seront peut-être pas d'accord d'être les vecteurs de cette idéologie qui souvent n'a rien à voir avec les produits fabriqués. Donc là aussi, c'est un véritable contrepoids extrêmement important qui pourra être apporté et qui mettra de fait un terme au pouvoir d'influence politique et idéologique des détenteurs de capitaux, lesquels seront contrebalancés par les collaborateurs de l'entreprise qui, comme vous et moi, comme tout un chacun, ont souvent plus de bon sens naturel que des gens aux fortunes absolument colossales et sans doute même parfois excessives, et qui en ont perdu la tête, et qui sont animés par des idéologies néfastes, il ne faut pas avoir peur de le dire, des idéologies parfois même extrêmement sombres. Donc, l'effet domino de la participation, un des effets domino, permettra effectivement de mettre un terme immédiat à ce pouvoir d'influence. Autre effet domino, la fin du capitalisme financier. C'est la fin des licenciements boursiers. C'est la fin des délocalisations à seul but de rendement. C'est la fin des jeux d'actionnaires dans lesquels, vous savez, ce monopoly dans lequel je te donne mon entreprise, tu me donnes la tienne, etc., etc. Mais parce qu'au milieu de tout cela, il y aura aussi le contrepoids à 50% des salariés qui diront non, les licenciements boursiers, pour faire quelques points de rendement de plus à distribuer aux actionnaires, on n'est pas d'accord. Les délocalisations, pour faire quelques points de rendement en plus et détruire des emplois en contrepartie, on n'est pas d'accord. Voilà, toutes ces choses-là seront immédiatement contrebalancées par le bon sens et la préservation, la volonté de préservation de ceux qui travaillent au sein même de l'entreprise et qui ne se trouvent pas dans une tour à New York ou à Londres à regarder des fichiers sur des tableaux Excel pour savoir comment optimiser les distributions de dividendes des actionnaires en fin d'année. Donc ça, c'est également un effet domino considérable. Dernier effet domino que l'on peut envisager immédiatement, c'est la fin du capitalisme prédateur. Vous savez, je pense à ces entreprises, je pense à une grande entreprise de l'agroalimentaire helvétique qui pompe des ressources d'eau, ça et là, notamment en France, et que l'on laisse faire parce que il y a des accointances avec le pouvoir politique, etc., etc. Sans doute beaucoup de corruption. Mais ce sont des gens qui vident nos ressources, les ressources de notre sous-sol en eau minérale, en eau saine et propre. Et lorsqu'on interpelle, il y a eu un fameux mot du PDG de cette entreprise à laquelle je pense, qui disait il y a quelques années que décréter que l'eau était un bien commun de l'humanité, c'était une attitude extrême. Alors, évidemment, on a le droit d'en rire et d'en rire jaune même. Mais tout cela sera fini. Parce que l'entreprise qui fait cela, elle aura à la moitié, à hauteur de 50% de son actionnariat, tous les gens qui collaborent. Tous les gens qui collaborent et qui peut-être n'auront pas envie que les ressources du sous-sol de Vittel ou de Contrexéville soient entièrement pompées par une entreprise. Parce que peut-être ils ont un cousin, un voisin, un ami, une tante qui vit là-bas et qui, lorsque l'ouvre son robinet, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau courante parce que tout est pompé par cette entreprise de l'agroalimentaire helvétique. Peut-être aussi que dans le domaine pharmaceutique, les collaborateurs d'une entreprise n'auront pas envie que l'on fasse la promotion de médicaments, de vaccins, à tout hasard, de vaccins dont on avait de forts soupçons au moment de leur lancement,
eh bien, qu'il serait particulièrement nocif ou néfaste, et encore moins que l'injection soit obligatoire, parce que lorsqu'il s'agit de se faire vacciner soi-même, ou son oncle, sa tante, son fils, sa fille, eh bien, le sujet n'est plus le même. Et donc là aussi, il y aura un contre-pouvoir en entreprise, un contre-pouvoir de bon sens, un contre-pouvoir de la population, qui sera considérable et qui changera absolument la donne. Donc on voit que les impacts, l'effet domino d'une telle loi sur la participation en entreprise va bien au-delà de la simple distribution de dividendes. C'est tout un ordonnancement, toute une ultra-domination du capital, une ultra-domination néfaste du pouvoir du capital sur la société, sur la politique, sur l'économie, sur le fait de nous imposer des idéologies dont on ne veut pas forcément, eh bien, auquel il sera mis un coup de frein absolument colossal. Donc la participation en entreprise, telle que la voulait De Gaulle en avril 69, semble bien être une solution majeure pour la France de demain, une solution majeure une fois que le système actuel se sera effondré, mais une solution majeure pour rebâtir un monde fait de bon sens, fait de décisions communes, fait de partage de richesses, et non pas d'oligarchie et de domination outrancière, tant sur un plan économique que sur le plan des délires idéologiques ou des délires liés à des volontés d'accaparement de richesses, de ressources et de tout ce qui fait en fait les biens communs de l'humanité. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir à ce sujet et merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.